Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Ce bada du nouvel esprit public me donne aujourd'hui l'occasion de recevoir Thierry Cazot. Thierry Cazot, bonjour. Bonjour Philippe. Thierry Cazot, je fais appel à vous parce que, après une série d'enregistrements avec quelqu'un que vous connaissez très bien et qui est votre ami de longue date, en l'occurrence Alexandre Gady, série d'enregistrements dans laquelle il avait été question du 9e arrondissement de Paris, un certain nombre de nos auditeurs ont eu leur attention attirée, je dirais même piquée, par les nombreuses mentions qu'Alexandre Gady a pu faire de cet arrondissement. Et au fond, ces auditeurs m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas ce que c'est, on sait à peine où c'est. Le 16e et le 7e, on sait ce que c'est les bourgeois. Le 18e et le 19e, on sait ce que c'est le peuple. Le 15e, on sait ce que c'est les familles catholiques. Mais le 9e, le 10e et le 11e, c'est les bobos. Mais le 9e arrondissement, qu'est-ce que c'est ? Alors vous êtes particulièrement fondé à éclairer les auditeurs sur le 9e arrondissement parce que, d'abord, vous êtes né natif. Tout à fait. Je suis né en face de chez moi. Ma mère n'a eu que la rue à traverser. Alors, vous êtes né cité Malesherbes. Tout à fait. Laquelle cité Malesherbes a été illustre parce que le Parti socialiste, enfin la SFIO, y avait son siège. Tout à fait. C'est fini. De 1936 à 1980. Alors, un mot, parce que cette cité Malesherbes est donc à mi-pente de Montmartre. Tout à fait. C'est une petite voie privée qui commence dans la rue des Martyrs et termine dans la rue Victor-Massé. Et il y avait, à l'époque de ma naissance, jusqu'aux années 2000, une maternité. Ce qui fait que je suis né au même endroit que Johnny Hallyday, par exemple. C'est le seul point commun que j'ai avec lui, ça s'arrête là. Et cette maternité dans la cité Malesherbes se trouvait juste en face pratiquement en face de la maison de vos parents. Maison, j'ai bien dit, c'est une maison avec un jardin, et qui était dans votre famille depuis quand ? Depuis, c'est mon grand-père qui l'avait acheté au début des années 1950. Et maintenant, c'est moi qui l'occupe, si vous voulez tout savoir. Et cette cité Malesherbes avait été créée quand et dans quelles circonstances ? Alors, la cité Malesherbes est un lotissement qui date du Second Empire. C'est une opération de promotion immobilière, tout ce qu'il y a de plus classique, qui a consisté à prendre une grande propriété qui datait du XVIIIe siècle, qui était justement l'hôtel Malesherbes. Donc c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que la cité Malesherbes mérite son nom, contrairement au boulevard du même nom, dans lequel Monsieur Malesherbes n'a jamais mis les pieds puisqu'il n'existait pas. Donc voilà, donc la cité Malesherbes a été édifiée à l'emplacement de l'hôtel Malesherbes, qui était une grande propriété qui faisait 1,5 hectare de terrain, donc vous voyez, hôtel particulier 18e, avec un jardin, un potager, et qui a été en 1855, le dernier propriétaire de cet hôtel le détruit et dessine une rue en forme de L, et puis vend les lopins de terre à chacun, et chacun construit sa petite maison. Une bête opération de promotion immobilière, rien de neuf sous le soleil. Comme avait fait le duc d'Orléans au Palais Royal. C'était un descendant de Malesherbes qui... Alors non, du tout. La maison avait été vendue là. Donc, pour la petite histoire, Chrétien Guillaume Lamoignon de Malesherbes, qui est quand même, de mon point de vue, une des personnalités les plus intéressantes du siècle des Lumières, puisque c'est justement, c'est un gentilhomme très éclairé qui a été très en faveur des idées nouvelles. Il est arrêté dans sa maison en 1794 et il mourra sur l'échafaud quelques mois après. Et après la Révolution, la maison est rendue à ses héritiers qui la vendent quasiment immédiatement. Il est arrêté, il faut rappeler pourquoi il est arrêté. Il est arrêté parce qu'il a eu le courage d'être l'avocat du roi Louis XVI. Et il y a une très très belle lettre de Malesherbes qui explique sa démarche, on va dire, dans laquelle il dit que voilà, le roi l'a porté, enfin je veux dire, il a quand même, il a été ministre de Louis XVI. Voilà, il a fait beaucoup de choses pour une certaine évolution de la société française. Il faut savoir par exemple que l'édit de tolérance, qui met en place la liberté de culte en France, c'est pas un apport révolutionnaire, c'est un édit qui a été rédigé par Monsieur de Malesherbes du temps où il était ministre et publié du temps de l'Ancien Régime. Donc c'est quelqu'un qui est très ouvert, on va dire, pour son époque. Surtout parce que c'est un aristocrate. Les Lamoignon sont une grande famille. Il est le fils d'un chancelier de France. Voilà, c'est pas du tout son monde. Il aurait pu être un aristocrate comme tous les autres. Non, c'est un aristocrate éclairé. Le jour de son exécution, en sortant de sa prison, son pied a heurté une marche
et il a dit « Un Romain y aurait vu un mauvais présage ». Mais revenons au 9e arrondissement, et vous avez écrit sur la cité Malesherbes, écrit et publié, vous avez écrit sur la rue des Martyrs, vous avez écrit sur les boulevards de Clichy et de Rochechouart, et vous avez habité rue Victor Massé, l'emplacement, l'appartement dans lequel il y avait un cabaret fameux, à l'origine de tout un répertoire aussi bien de chansons que de sketchs, comme on dirait aujourd'hui, qui était le cabaret du Chat Noir. À quoi ça ressemblait ? Je veux dire, ça avait quelle taille Alors, c'est le paradoxe. Quand on parle du cabaret du Chat Noir, comme on ne connaît pas les lieux, on a l'idée d'un établissement important, voilà, comme une petite salle de spectacle. En fait, le cabaret du Chat Noir est installé par Rodolphe Salis en 1885, au 12 rue Victor Massé, dans ce qui est en fait une maison de ville, un petit hôtel particulier qui avait été construit par un peintre, Victor Chavet, en 1856, dans lequel il y avait au rez-de-chaussée salon, salle à manger, je vous la fais court, au premier étage les chambres, et au deuxième étage, sur un double niveau, un grand atelier d'artistes. Cet atelier d'artistes, c'était mon salon, et il faisait à peu près 50 mètres carrés, vous voyez. Donc, et quand on lit ce qu'on lit sur le Chat Noir, on a l'impression qu'il y a des centaines de gens qui s'entassaient là-dedans. Ils s'entassaient dans 50 mètres carrés. Ce qui est voilà, petit pour une salle de spectacle, confortable pour un salon parisien, mais petit pour une salle de spectacle. Ce quartier-là n'est pas seulement le quartier du Chat Noir, c'est aussi le quartier des maisons accueillantes, notamment rue Victor Massé. Il y en avait d'ailleurs une qu'habitait le regretté Jean-Claude Carrière. De toute façon, le 9e arrondissement, c'est intéressant parce que dans votre introduction, vous disiez que voilà, le 16e, on sait ce que c'est, le 7e, on sait ce que c'est. Le 9e, il a ce paradoxe incroyable d'être, en fait, le 9e, c'est quoi ? Ça va de l'Opéra, donc quasiment ce qu'il y a de plus chic, le Grand Hôtel, jusqu'à Barbès. Voilà, c'est ça le 9e. Donc c'est un melting pot, c'est un mélange de quartiers bourgeois, populaires, d'affaires, avec toute la partie sud et les banques, les compagnies d'assurance, d'activités commerçantes vers le nord. Voilà, c'est ça le 9e. Et c'est ce qui fait son intérêt, son attrait justement. Ce melting pot incroyable qui malgré la gentrification, qui est la même que partout dans la ville, hein, il n'y a pas de... Là-dessus, voilà, il n'y a pas de débat, entre guillemets. Il peut y avoir un débat intellectuel, mais voilà, la chose est ainsi. Néanmoins, il garde quand même voilà, plusieurs facettes. On peut passer en 10 minutes, 15 minutes à pied, d'une soirée en smoking et robe longue à l'Opéra Garnier au marché de Barbès. Il y a aussi quand même, vous êtes l'historien du 9e arrondissement, vous avez été l'un des créateurs de la Société d'histoire du 9e arrondissement, avec précisément Alexandre Gady que nous avons reçu il y a quelques semaines, mais il y a des particularités qui sont, elles aussi, ignorées, je dis pas des Français, mais des Parisiens, et notamment ce qu'a été la Nouvelle Athènes, et aussi ce que sont les jardins privés du 9e arrondissement. Alors d'abord un mot sur la Nouvelle Athènes, si vous voulez bien. Alors, la Nouvelle Athènes, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le 9e arrondissement est un arrondissement au lotissement récent, de la première moitié du 19e siècle. Avant, ce sont de grandes propriétés, des jardins, des vergers et des vignes. Je vous rappellerai qu'on est à Montmartre, sur le coteau sud, et tout le quartier de la rue des Martyrs et de la rue Blanche est couvert de vignes. Donc c'est à partir de 1830 et plutôt dans les années 1840 que le lotissement se fait et qu'on arrive à la constitution actuelle du 9e arrondissement. Et c'est à cette époque-là qu'un certain nombre d'artistes qui a jusqu'à présent habité dans ce qui était la ville, c'est-à-dire en dessous des grands boulevards, vont chercher des habitations plus grandes, plus aérées, moins chères aussi, et vont migrer un peu en force au début dans les années 30, puis ensuite dans les années 1840, dans ce quartier qui va prendre le nom de Nouvelle-Athènes. Alors Nouvelle-Athènes, pourquoi ? Il y a une référence évidemment à la guerre de libération des Grecs face aux Turcs, aux Ottomans, en 1830. Voilà, donc c'est un sujet à la mode. Et puis il y a aussi évidemment cette référence à l'Antiquité classique, qui est un axe majeur évidemment de toute l'histoire de l'art. Donc voilà, il se crée une nouvelle Athènes, puisque dans cette nouvelle Athènes vont venir à la fois des artistes peintres comme Géricault, Horace Vernet, Delacroix, vont venir aussi des écrivains, George Sand, Victor Hugo va habiter de nombreuses fois le quartier, Alexandre Dumas aussi, vont venir aussi des musiciens,
Degas, Chopin, des compositeurs, Auber, voilà. C'est ce melting pot artistique qui fait que ce quartier prend le nom de Nouvelle-Athènes. Et la Nouvelle-Athènes va s'élargir petit à petit pour, on va dire, qualifier toute la partie ouest du 9e arrondissement. Alors peut-être il faut rappeler, enfin vous l'avez fait, mais on est en 1830, c'est-à-dire on est une vingtaine d'années avant que Paris s'agrandisse sous l'impulsion des décisions de Napoléon III exécutées par le préfet Haussmann, et que donc on n'est pas à Paris. La Nouvelle-Athènes ne se construit pas à Paris. Alors si, on est quand même déjà dans Paris, puisque depuis la fin de l'Ancien Régime, avec la construction du mur des fermiers généraux, ce fameux mur en Paris qui rend Paris murmurant, donc et qui se situe sur ce qu'on appelle les boulevards extérieurs, c'est-à-dire dans le cas du 9e arrondissement, le boulevard de Clichy, le boulevard de Rochechouart. On est dans la ville, mais on est dans la ville sur le plan administratif, mais on est quand même encore à la campagne sur le plan urbanistique. Et c'est justement cette période-là, entre 1830 et 1850, où on va passer d'une atmosphère bucolique et campagnarde à la ville minérale que nous connaissons actuellement. Mais il y a des jardins. Voilà. Il en reste quelques-uns. Bucolique, reste des jardins. Il reste quelques éléments de jardin, alors que le 9e arrondissement n'est pas réputé pour ses parcs et jardins. Hein. Nous n'en avons que 5 petits squares. Néanmoins, il existe un certain nombre d'enclaves, alors privées, malheureusement pour le public et heureusement pour leurs propriétaires, avec parfois des jardins qui peuvent atteindre des superficies de 500 ou 1000 mètres carrés, ce qui est pour Paris, surtout en plein cœur de la capitale, en plein cœur de la ville, ce qui est tout à fait gigantesque. Et ces endroits sont en fait souvent le reste de ces anciennes propriétés qui ont été découpées, mais dont on a gardé un bout. Il y a certains grands jardins qui sont liés à des immeubles d'habitation collectifs. Il y a aussi des jardins liés à des maisons particulières. Alors, dans l'un de ces jardins, l'une de ces maisons, dans son jus, peut être encore visité et apprécié par n'importe quel visiteur, puisque c'est un musée qui est ouvert au public. Vous êtes d'ailleurs le président de l'association des amis de ce musée. C'est le musée de la vie romantique, qui est rue Chaptal, dont, le moins qu'on puisse dire, et qu'on ne devine pas son existence quand on descend la rue Chaptal, et surtout à l'époque où personnellement je l'ai connu, où la porte était souvent fermée, où le musée de la vie romantique était réservé à des curieux très documentés. Décrivez-nous le musée de la vie romantique et son origine et ce qu'on peut y voir. Alors, donc vous l'avez bien dit, le musée de la vie romantique se situe rue Chaptal. La rue Chaptal est une rue qui a été lotie tardivement dans le 19e siècle, plutôt au début du Second Empire, donc qui est très haussmannienne dans l'esprit, avec des beaux immeubles en pierre de taille très chic. Et puis à un moment, dans la rue, voilà, il y a ce petit portail vert qui fait la largeur d'une voiture, ce qu'on appelle un passage coché, et puis une grande allée bordée d'arbres, qui monte sur une centaine de mètres. Donc on ne peut pas imaginer. Et ensuite, quand on monte cette allée bordée d'arbres, on arrive à ce qu'on appelle en cœur d'îlot, c'est-à-dire dans une parcelle qui est enserrée entre les immeubles de la rue Chaptal, les immeubles de la rue Fontaine et les immeubles de la rue Blanche. Et là, vous avez ce pavillon, cette maison qui a été construite en 1830, qui est une maison de style néo-palladienne, un peu italianisante. On pourrait se croire parfois un peu au bord du lac de Caume quand on voit la maison, et entourée de 2 grands ateliers d'artistes et d'un jardin, d'un petit jardin, mais enfin qui fait quand même plusieurs centaines de mètres carrés. Voilà. Donc cette maison, elle est habitée en 1830 par le peintre Ary Scheffer, qui s'installe là, qui fait construire d'ailleurs les 2 ateliers, et dans lequel il vivra pendant toute sa vie. Et elle restera ensuite d'ailleurs dans sa famille par les femmes, entre autres Renan, qui est un neveu par alliance d'Ary Scheffer. Elle restera jusqu'au milieu des années 80, où la maison est donnée à la ville de Paris pour en faire le musée de la vie romantique. L'idée, évidemment, c'est qu'Ary Scheffer est un peintre, alors qu'il n'est pas très connu du grand public actuellement, qui était un peintre pourtant très célèbre de son vivant, suffisamment célèbre pour avoir été pris comme professeur de dessin des enfants du roi Louis-Philippe. Donc vous imaginez que le roi, quand il choisit un peintre pour être le professeur de ses enfants, il prend pas le dernier des inconnus. Donc Scheffer, c'est vraiment une personnalité phare de l'époque de la royauté de Juillet.
la monarchie de Juillet, pardon, et il s'installe dans cette maison, et là, il va y vivre une vie de peintre à la mode. Ça veut dire que tout le monde vient chez lui, qu'il a un salon, un atelier-salon dans lequel il reçoit les gens. Frédéric Chopin vient jouer du piano chez Ary Scheffer. George Sand, il vient en voisine, elle habite sur le square d'Orléans, à 5 minutes à pied. Voilà, il y a toute cette société littéraire et artistique de la Nouvelle Athènes qui se retrouve chez Ary Scheffer dans son atelier-salon. Et c'est ce que nous essayons de continuer à faire avec la Cité des Amis du Musée de la Vie romantique, puisque nous y organisons à peu près tous les mois et demi des concerts, qui sont des concerts comme dans un salon. On est une cinquantaine dans la pièce, et on écoute de la musique de chambre dans l'atelier d'Ary Scheffer, là où Chopin a joué du piano. Et quand on a des pianistes qui viennent jouer, ils sont toujours très impressionnés de se dire que Frédéric Chopin a joué au même emplacement qu'eux, quasiment 200 ans avant eux. Ah, ça, c'est dans l'atelier d'Ary Scheffer, qui est distinct de la maison, oui, de la maison qui a été occupée, habitée par George Sand. Non, la maison, c'est la maison d'Ary Scheffer. George Sand n'a jamais habité ici. Alors là, ça c'est intéressant ce que vous dites, parce que il y a une confusion qui est faite par beaucoup de gens. C'est que la maison, à l'intérieur de la maison, le décor et le mobilier est celui de George Sand. Pourquoi ? Parce que ce musée appartient à la ville de Paris, et au début du XXe siècle, les descendants de George Sand ont fait don à la ville de Paris d'une partie du mobilier de George Sand, et qui est dans les collections du musée Carnavalet. Et quand la ville de Paris a décidé de construire, au sens du projet, évidemment pas de la construction immobilière, ce musée de la vie romantique, il a été décidé d'affecter au musée de la vie romantique ce mobilier de George Sand. Donc on a dans le salon du rez-de-chaussée de la maison une reconstitution d'un salon de George Sand, mais George Sand n'a jamais habité là. C'était la maison familiale d'Ary Scheffer, et comme beaucoup d'artistes à cette époque-là, il y avait le domicile familial avec madame et les enfants, et puis il y avait les ateliers où on travaillait. Et George Sand est venue comme visiteuse d'Ary Scheffer, mais elle n'a jamais habité ici. Mais c'est vrai que oui, la confusion, beaucoup de gens font cette confusion, et ça c'est complexe à expliquer. Oui, ça a été transformé, si je puis dire, à titre posthume. La maison est devenue la maison de George Sand et de Chopin. Non loin de la vie romantique, et en tout cas encore moins loin de la cité Malesherbes, il y a ce qu'on appelle l'avenue Frochot. Il y a la rue Frochot et il y a l'avenue Frochot. L'avenue Frochot, c'est une succession de maisons bâties en montant dans une courbe montante, dans laquelle, au fond, au début, c'est habité par... alors malheureusement, on ne peut pas parcourir cette avenue Frochot parce que les digicodes, je pense que les habitants ne sont plus ceux qui étaient là il y a 15 ans ou 20 ans, et qu'ils tiennent beaucoup à leur... comment dire, privacy, comme on dit. Oui, enfin, je dirais... Dans un mauvais franglais. J'allais dire, ils tiennent beaucoup à leur importance. Mais peu importe. À l'origine, l'avenue Frochot, c'est comme la cité Malesherbes ou c'est différent ? C'est comme la cité Malesherbes dans le sens où c'est le même principe, c'est-à-dire c'est une voie privée, un lotissement, qui est dessiné par un propriétaire qui ferme la rue par des grilles et décide de vendre les lots. Alors l'avenue Frochot, c'est vraiment un endroit intéressant. D'abord, c'est considéré de nos jours, on va dire, comme l'endroit le plus charmant et le plus chic de tout le quartier. Mais c'est aussi un paradoxe, l'avenue Frochot. L'avenue Frochot, elle est en plein Pigalle. Pigalle, ça a été jusqu'à une époque récente, parce que là, les choses ont changé, ça a été quand même le centre de l'industrie du sexe à Paris. Ça reste quand même un endroit où c'est une activité... Oui, mais c'est rien par rapport à ce que c'était avant. Bien un peu de regret dans votre œil, mais... Non, j'ai pas de regret. Mais je vais vous raconter une anecdote. C'est ce que je dis toujours quand les gens me posent la question. Voilà, donc comme vous l'avez compris, je suis né, j'ai été élevé dans ce quartier. Et quand ma très chère mère nous emmenait au jardin des Tuileries, nous allions prendre le métro Place Pigalle et on passait par la rue Frochot. Et quand j'étais enfant, la rue Frochot était, il y avait une prostituée tous les 3 mètres. Et j'ai toujours l'habitude de dire que je ne sais pas quand j'ai pris conscience de qui étaient ces dames. Voilà, pour moi, ces dames, elles étaient dans le paysage. C'était normal qu'elles soient là. Je ne me posais pas la question. Il y avait des dames là qui étaient devant les immeubles. Il y avait des dames. Il y avait beaucoup de bars avec des. Il y avait des bars à entraîneuses, des serveuses montantes. Voilà. Et donc, on a la rue Frochot qui est là. C'est ce monde-là. Et puis vous aviez l'avenue Frochot qui en fait est parallèle à la rue Frochot, même si elle dessine une courbe, qui part de la rue Victor Massé et qui monte jusqu'à la place Pigalle, mais qui, évidemment, est un monde qui n'a rien à voir, qui est un monde très feutré, avec des petits jardins devant chacune des maisons.
qui est un monde qui, malgré tout, a beaucoup évolué. L'avenue Frochot n'a pas toujours été aussi chic qu'elle ne l'est actuellement. Il y a une référence magnifique sur l'avenue Frochot, qui est un des plus beaux films de l'histoire du cinéma français, enfin de mon point de vue, qui sont les 400 coups. Une des plus belles scènes des 400 coups, c'est cette scène où les deux enfants courent dans l'avenue Frochot pour monter jusqu'à un atelier dans lequel il y a un grand cheval. Je ne sais pas si vous voyez tout de suite cette image. D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'atelier dans lequel il y a le cheval ne se situe pas en vérité à avenue Frochot, mais rue Fontaine. Je connais les gens qui l'ont. Voilà, mais ça c'est la magie du cinéma qui fait que... Et cette scène, elle est magnifique parce qu'on voit l'avenue Frochot et on voit que l'avenue Frochot, à l'époque, donc dans les années, à la fin des années 50, elle est un peu délabrée, les immeubles sont pas en bon état, voilà. Donc c'est pas, on était à Pigalle, donc les gens qui habitaient là étaient, voilà, la bourgeoisie bobo chic n'habitait pas avenue Frochot, ce qui est devenu le cas maintenant. C'est une avenue, comme vous l'avez dit, qui est très privée parce que voilà, les gens qui y habitent souhaitent ne pas avoir des groupes de visiteurs qui viennent voir leur jolie maison. Parce que moi je regrette parce que par exemple pour la cité Malesherbes, j'ai toujours on a un code, c'est vrai, la nuit, mais le dimanche, il y a des groupes de promeneurs qui peuvent venir et je trouve ça très très bien et beaucoup plus agréable. Et moi, j'ai l'habitude de dire que de toute façon, les cambrioleurs, ils viennent pas le dimanche après-midi avec des groupes de promeneurs intéressés par le patrimoine et la culture. Donc, c'est pas parce qu'on les empêche de rentrer le dimanche qu'ils rentreront pas quand même la nuit pour venir vous cambrioler. Oui, mais là, on imagine bien que les propriétaires des immeubles qui sont venus Frochot aimeraient bien faire comme les yachts dans le port de Saint-Tropez, c'est-à-dire qu'on les regarde de l'extérieur, mais qu'on ne puisse pas les approcher, sauf que on n'est pas dans un port, mais dans une avenue, et que du coup, compte tenu du prix du mètre carré de l'avenue Frochot, dont je n'ai pas une idée très précise, mais vous peut-être... ça doit être au-dessus de 20 000 € du mètre carré, je dirais. Oui, donc il est probable qu'effectivement, ça fait penser à la chanson d'Alain Souchon. Avenue Frochot, et vous la connaissez intimement, avenue Frochot, il n'y a pas seulement une histoire, il n'y a pas seulement de riches propriétaires ou de riches locataires, mais il y a aussi un personnage. Est-ce qu'on peut appeler ça un personnage d'ailleurs ? Oui, il y a une maison qui a une sorte de personnalité. Elle est supposée être la maison hantée du quartier. Alors, et tout de suite, évidemment, ça fait frémir. Une maison hantée, incroyable. Alors, je vais vous donner tout de suite mon opinion personnelle. Je n'y crois pas, mais voilà, je ne crois pas en fantôme, mais je ne pense pas que cette maison soit hantée. Ce qui est exact, en revanche, c'est que cette maison, elle a une histoire assez extraordinaire et hors du commun. Et il y a un certain nombre d'événements qui ont eu lieu dans cette maison et de successions d'événements qui font que voilà, elle est particulière. Mais sa première particularité, et je vais tout de suite en venir là-dessus, c'est son architecture. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui fait qu'elle est considérée en premier lieu comme hantée. C'est une maison de style néo-gothique. Elle est construite en 1839 par une dame, Rosalie Jeanne Hisse, qui fait un espèce de petit bijou néo-gothique. Ça ressemble à une mini-cathédrale ou dans l'autre sens, ça a la même architecture que les caveaux néo-gothiques dans les cimetières. Donc c'est une petite maison qui n'est pas très grande, avec trois travées, 3 fenêtres en façade sur 4 étages. Et c'est une maison, c'est vrai, qui ressemble quelque part à un manoir écossais qu'on imagine comme étant hanté. Et je pense que si cette maison avait eu une architecture, je sais pas moi, de villa italienne, même avec les événements qu'il y a eu à l'intérieur, on ne l'aurait pas considérée comme hantée. Mais comme elle a ce look, si je peux me permettre ce terme, de ce qu'on imagine être une maison hantée, un château d'Écosse, elle est devenue hantée. Alors après, oui, il s'est passé des choses curieuses ou des circonstances, voilà. Pour en citer 2, les principales. Donc cette maison, elle est habitée pendant la deuxième moitié à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, par un compositeur qui est complètement inconnu de nos jours, qui est Victor Massé, l'auteur des Noces de Jeannette. Moi, j'ai eu une fois la chance de voir une de ses opérettes en production. Plus personne ne donne du Victor Massé, alors que c'était un monsieur qui était professeur au Conservatoire national, qui a été élu à l'Académie des Beaux-Arts. Donc, c'est une personnalité importante du monde musical de son époque. Redécouvrira-t-on, grâce notamment à la Fondation Bruzane, qui fait donner à l'opéra comique tous les compositeurs français, y compris les plus oubliés. Mais revenons à notre maison écossaise. Voilà. Et donc, notre ami Victor Massé achète cette maison en 1853 et il habitera, il y a juste une période de 7 ans où il va habiter ailleurs, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il l'habitera jusqu'à sa mort en 1884. Et
le pauvre Victor Massé, parce que c'est là où on va en venir, il est atteint d'une maladie qui est assez difficile, qui est la maladie de Charcot, qui est une maladie dégénérative vraiment, vraiment complexe. Et il aura passé les 7 dernières années de sa vie cloué au lit dans sa chambre de l'avenue Frochot. Bon, voilà. Ça, voilà, il y a un monsieur mort de cette maladie. Eh bien, 102 ans après, exactement, Mathieu Gallet, que vous avez connu, Philippe, et qui a bercé, mais voilà, qui était un chronique littéraire que moi j'ai entendu. Il a bercé mon adolescence dans Le Masque et la Plume le dimanche soir. J'écoutais ça à la radio dans mon lit. Mathieu Gallet, qui avait acheté cette maison à une grande chanteuse, on en parlera tout à l'heure. Et bien Mathieu Gallet meurt en 1986 de la maladie de Charcot, cette même maladie. Donc voilà, c'est assez curieux. Et entre les deux, dans les 102 ans d'écart, cette maison a été occupée pendant une bonne partie du XXe siècle par un couple, avec une grosse différence d'âge qui fait que le mari est mort en 1936 et la femme est morte en 1976. Donc vous voyez, ils sont restés pendant très longtemps dans cette maison. Et là, il y a une histoire un peu curieuse, puisque Madame Veuve Lang, donc, qui habite cette maison depuis qu'elle s'est mariée en 1911, vend en 1963 sa maison à sa bonne. C'est assez curieux. Alors, l'histoire raconte qu'elle l'a donnée. En vérité, la légende raconte qu'elle a donné la maison à sa bonne. En vérité, quand on regarde les actes notariés, il y a bien une vente à un prix qui est peut-être un peu sous-estimé, ça c'est compliqué à savoir, mais il y a bien une vente. Et donc, Madame Lang meurt dans sa maison, mais elle reste à habiter avec sa bonne. C'est assez curieux. Donc, la maîtresse vit chez sa propriétaire. C'est un concept un peu curieux. Et après la mort de Madame Lang, sa domestique, donc Madame Lacroix, continue à vivre dans la maison. Et elle est retrouvée assassinée en 1976. Et, crime, évidemment, jamais élucidé. Donc voilà, une espèce de mystère. Évidemment, crime tragique. La dame est retrouvée ensanglantée, couverte de coups en haut de l'escalier. Pour la petite histoire, à la suite de cet événement tragique qui n'est pas élucidé, la maison est vendue à Sylvie Vartan. Et Sylvie Vartan n'occupera jamais la maison. Alors, la légende, pareil, dit que Sylvie Vartan pensait qu'elle était hantée à cause du crime et que donc elle n'a jamais voulu l'occuper. Il faudrait lui demander, moi je ne sais pas. Et ensuite, c'est Mathieu Gallet qui achète cette maison. Donc, vous voyez, il y a cette conjonction de circonstances, on va dire, entre la maladie de Charcot, le crime, la grande chanteuse populaire qui achète et qui ne l'habite pas, qui ont créé cette légende de la maison hantée. Imaginez que cette pauvre Madame Lacroix ait été assassinée par quelqu'un qui se serait appelé Charcot. La boucle serait entièrement bouclée. Thierry Cazot, on l'a dit en commençant, ou quasiment, vous êtes né natif, vous avez grandi dans le 9e arrondissement, vos parents y étaient, votre grand-père a acheté cette maison, vous étiez à la communale, là. Non, j'étais à l'école privée, petite école privée. Quand je dis la communale, je parlais de Notre-Dame de Lorette. Je parlais du niveau scolaire, pas de la forme juridique. Vous aviez combien de camarades dans vos classes On était une trentaine par classe, dans mes souvenirs. De ces 30 camarades, si vous savez ce qu'ils sont devenus, combien sont encore dans le 9e arrondissement à vue de nez? Est-ce que vous en revoyez? Alors, j'en revois certains, tout à fait. J'ai gardé des liens d'amitié très proches. Entre autres, j'ai un de mes meilleurs amis que je continue à voir régulièrement, qui d'ailleurs a habité très longtemps, lui aussi, le 9e arrondissement, mais il y a quelques années, il a déménagé un tout petit peu au-dessus, dans le 18e rue Colincourt, mais on va dire qu'il n'est pas loin. J'ai aussi un autre de mes camarades de classe de l'époque, qui aussi habite le 9e arrondissement. Les autres ont tous bougé, mais dans certains cas, leurs parents, quand ils sont encore vivants, que je croise de temps en temps dans le quartier, habitent toujours dans le quartier. Évidemment, je vous posais la question parce que c'est une des façons, une sorte de façon microscopique de voir ce qu'a pu être l'évolution de Paris et de son peuplement. Je crois, Thierry Cazot, que j'ai oublié de dire que vous n'êtes pas du tout historien, que votre métier est dans la finance, dans l'intermédiation de la finance, et que vous êtes un historien du dimanche, comme disait Philippe Ariès. Je pense qu'aussi c'était une des raisons pour lesquelles j'ai eu plaisir à vous inviter, qui est
de montrer à quel point c'est une activité qui peut inspirer à la fois un enthousiasme, une curiosité, et puis de courir aussi bien dans des directions assez larges sur l'histoire de tout un arrondissement que dans des directions plutôt étroites comme l'histoire de cette maison de la rue Frochot, dont en effet on n'a pas dit qu'elle avait été longtemps habitée par Régine Crespin, la fameuse cantatrice. Thierry Cazot, merci beaucoup et merci, bonne Philippe. Continuation au musée de la vie romantique et dans vos recherches d'histoire du 9e arrondissement. Je rappelle que vous avez donc publié depuis 1999 La Cité Malesherbes, La rue des Martyrs, les boulevards de Clichy et de Rochechouart et Paris romantique. Je rappelle aussi, mais je ne vous lance pas sur ce sujet car ce serait une deuxième émission, que vous êtes un admirateur du peintre Thomas Couture qui n'a à l'origine rien à voir avec le 9e arrondissement, sauf qu'il y a peint à peu près pendant toute sa vie, et vous êtes à l'origine du catalogue de l'exposition récente, non, ça fait 2015. Plus longtemps que ça, 2015, vous avez fait un moment Thomas Couture. Thierry Cazot, merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe Meyer de votre accueil.